merci beaucoup. Je crois qu'on peut passer aux questions. C'était l'un des buts aussi de la soirée, c'est d'avoir un échange interactif pour aller plus loin et répondre aux questionnements de la salle. Je crois qu'il y a un micro qui peut tourner. Merci Sophie. Bonsoir. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, monsieur, pour la conférence que vous avez animée ce soir, et puis à remercier aussi l'organisation du Parti socialiste d'Alpes-Maritimes. Il me semble que c'est extrêmement important, justement, à l'heure actuelle, de rappeler ces symboles qui font le patrimoine et l'ADN commun de tout socialiste, comme a rappelé Xavier au début de son intervention. Je pense que ce qui nous rassemble, au-delà justement des clivages ou des rassemblements autour des idéologies, c'est justement toutes ces figures-là et ces symboles-là. Et c'est extrêmement important pour nous de se rappeler ce que fut son combat, ses actions et l'ordre de sa vie. Donc moi j'aurais une question plus tournée vers le dernier combat qu'il a mené en faveur du pacifisme contre justement la guerre et la Grande Guerre qui s'annonçait, et revenir sur justement au lendemain de sa mort, comment vous pourrez expliquer justement que les socialistes aient dans la foulée voté les crédits de guerre en faveur du gouvernement de René Viviani pour former justement ce ciment de l'union sacrée, et justement n'ait pas eu ce sursaut républicain pour justement défendre en arrière-plan la question du pacifisme. Concrètement, comment on pourrait expliquer justement cette conflictualité supposée entre un idéal pacifiste prôné par les socialistes républicains et justement la réalité du conflit qui s'exprimait par l'entrée en guerre massive en faveur des alliés, et justement comment pourrions-nous en tant que socialistes apporter quelques éléments de réponse. Merci. Je peux répondre Peut-être prendre 2-3 questions et puis ensuite répondre. Une question me turlupine depuis un moment. On ne parle jamais d'un des autres fondateurs de l'humanité, qui est René Viviani, et qui était président du Conseil en 1914. Et je voudrais savoir pourquoi on a passé aux oubliettes ce fondateur de l'humanité. Est-ce que c'était parce qu'il était né à Alger? Est-ce que c'était parce qu'il était président du Conseil et on a essayé de faire oublier sa responsabilité dans l'entrée en guerre de la France? Est-ce que c'était parce qu'il était d'origine italienne? Pourquoi a-t-on oublié Viviani et ne parle-t-on pas de sa responsabilité en tant que président du Conseil et fondateur de l'humanité, et ami de Jaurès probablement? Merci. Oui, donc votre conférence a été très intéressante. Donc elle a permis justement de voir un petit peu le positionnement de Jaurès par rapport aux autres personnalités de la gauche de son époque. Moi je retiens quand même une chose qui m'a quand même marqué, c'est moi je le ressens un petit peu comme une sorte d'archétype d'une forme de socialisme, donc comme vous l'avez dit vous-même, idéaliste, très tourné vers les idées, très tourné vers le politique. Donc vous avez souligné vous-même qu'il avait été premier de la classe, donc c'était un élève de l'école normale supérieure. Alors la question que je me pose un petit peu, c'est est-ce que c'est pas justement le représentant un petit peu archétypal d'une sorte de socialisme des premiers de la classe pour les premiers de la classe, qui quelque part entrerait un petit peu en contradiction avec un socialisme beaucoup plus concret, beaucoup plus opérationnel des derniers de la classe, de la dernière des classes, que sont le prolétariat, les ouvriers donc, et les paysans. D'autre part, vous l'avez souligné aussi, donc Jaurès est une sorte de figure iconique, donc c'est un petit peu le représentant un petit peu du bien contre le mal dans tous les domaines. Donc il est donc vénéré à la fois donc aussi bien par la gauche que par certaines tendances de la droite, on va dire même pratiquement toutes les tendances de la droite. S'il est autant justement admiré et vénéré, est-ce que ce n'est pas quelque part parce que justement sa forme de socialisme
survalorisant un petit peu le politique par rapport au social et à l'économique, a quelque part un petit peu échoué. Encore une. Bonsoir. Il y a énormément de questions, donc je vais me résumer à une seule. Vous avez souligné que dans la pensée de Jaurès, vis-à-vis de la classe ouvrière, un mot-clé était celui de résignation. Et que dans sa vision évolutive, à travers le suffrage universel et l'éducation, les choses allaient changer. On a un siècle d'éducation, on a fait le Front populaire, on a fait le programme de la résistance, on a fait mai 68, on a fait 1981, et aujourd'hui on a la résignation. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe ? Tu peux répondre? Oui, oui. Il n'y a pas de question. Bien. La première question donc, est particulièrement intéressante. Pourquoi? Évidemment, alors, il est arrivé que 3 jours après la mort, après l'assassinat de Georges Jaurès, ça va être le père 3 ou 4 jours, n'est-ce pas? Donc, Jules Guesde, qui était le leader, on peut dire, donc l'aile gauche du parti, la SFIO, et qui avait toujours prononcé des critiques, qui avait critiqué Jaurès justement à cause de sa politique trop modérée. Donc pourquoi le semaine, Jules Guesde va engager donc, le groupe socialiste, le parlementaire socialiste, justement, à voter l'union sacrée, à se rallier à l'union sacrée. Est-ce vraiment, est-ce que ça, voilà, c'est l'arrière-fond de cette question, est-ce que ça relève de la trahison, est-ce que c'est quoi? C'est une capitulation? Et pourquoi ça s'est produit? Comment ça a été possible? C'est souvent votre question, hein, et que je comprends parfaitement, parce que évidemment, pour moi-même, c'est une question qui n'a pas encore, sur laquelle on n'a pas encore bien trouvé une réponse claire aujourd'hui. Nous savons seulement, il y a des éléments, les historiens nous fournissent un certain nombre d'éléments d'explication qui pourraient à la rigueur aboutir à expliquer ce phénomène, ce revirement, évidemment, ce qui a été interprété comme une sorte de capitulation du mouvement ouvrier devant le nationalisme, et non seulement parce qu'en France, mais aussi, là il faut voir aussi ce qui s'est passé ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas accuser directement quelqu'un. Nous savons seulement que, évidemment, que Jaurès, lui, et ça compte énormément en faveur de l'intégrité morale et politique du personnage, de ce grand leader, lui était absolument opposé à cette guerre et a combattu jusqu'au dernier moment avec toutes ses forces. Il a pris des initiatives pour mobiliser les travailleurs et pour empêcher cette guerre. Il était convaincu qu'il y avait la seule possibilité était de mobiliser beaucoup et radicalement les ouvriers français et allemands, le prolétariat, on disait à l'époque, la classe ouvrière des pays concernants, France, Italie, Belgique, surtout la France de l'Allemagne. Mais évidemment, quand on analyse, quand on regarde, quand on lit les journaux du mois de juillet 1914, lorsque Jaurès fait cette sorte de marathon politique, on le voit engagé dans un marathon parce qu'il veut à tout prix éviter cette guerre qui s'approche chaque jour un peu plus. Alors qu'en même temps, l'autre camp devient chaque jour un peu plus puissant. Les nationalistes commencent à s'organiser, ils deviennent de plus en plus virulents, etc. Et que fait la presse? La presse, on voit dans la presse que se dessine inévitablement donc un courant justement qui à l'inverse du travail du combat livré par Jaurès.
C'est-à-dire chaque jour, notamment après que l'Autriche-Hongrie a lancé cet ultimatum à la Serbie. Donc ça se joue évidemment dans le mois de juillet. Le 28 juin, l'archiduc Ferdinand a dû succéder à l'empereur François-Joseph à Vienne, est assassiné par un nationaliste serbe. Et à partir de ce moment-là, on voit très bien que les choses ne se passent pas comme, évidemment, Jaurès l'avait prévu. Il y a quelque chose, il y a une sorte, on peut dire, de fatalité qui est en train de se mettre en place. On va évidemment, chaque jour, dans tous les pays de l'Europe, le courant nationaliste se renforcer. Tous les jours, on voit que les idées nationalistes pénétraient chaque jour un peu plus dans le mouvement ouvrier, notamment en Allemagne, dans les SPD, n'est-ce pas? Et en même temps aussi un peu en France. Jaurès est celui qui freine maximum. Il s'oppose absolument à personne. Dans son parti, c'est déjà un peu différent. Il n'est pas bien suivi. Il est suivi par ceux les plus proches. Mais en général, il y a eu, tout à coup, on voit une tendance se renforçant chaque jour un peu plus en faveur de la guerre, c'est-à-dire en faveur de la participation, notamment de la France, dans une coalition avec la Russie, la France, l'alliance franco-russe. Et comme la Russie, donc, protège la Serbie, et comme l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie, et l'Allemagne a affirmé sa solidarité avec l'Habsbourg, alors il s'est créé une situation qui a entraîné l'Allemagne, qui ne voulait pas réellement cette guerre, alors qu'il y a pour évidemment entrer en guerre du côté de la monarchie de Habsbourg contre la France et la Russie. Ce danger, Jaurès l'a très très bien vu. Il a tout fait au niveau politique, diplomatique, parlementaire, avec des mobilisations aussi au niveau des sections du Parti socialiste dans toute la France, pour s'opposer à cela. Ça n'a pas marché parce que cette logique de la guerre, c'est-à-dire le fait que après donc justement le rejet comme l'Autriche-Hongrie n'a pas accepté justement la réponse à l'ultimatum donné à la Serbie, à partir de ce moment-là, successivement des mobilisations générales se déclenchent et évidemment le camp de la paix se rétrécit. Alors de plus en plus nombreux deviennent ceux finalement donc, qui pensent alors que cet internationalisme ça ne marche pas, en pratique ça marche en théorie, ça ne marche pas dans la pratique. Alors évidemment, il y a une fatalité dans la mesure que, je ne dirais pas que le mouvement ouvrier français a été piégé par le patriotisme et qu'il y a la transformation d'un patriotisme qui était celui de Jaurès dans un nationalisme. C'est plutôt une capitulation, c'est-à-dire qui se fait dans le fait de la non-application simultanée. Alors, par les grandes organisations du mouvement ouvrier en Allemagne et en France, les SPD, les sociaux-démocrates en Allemagne, et les socialistes en France, donc, et de Belgique, qui se voient, et ça on voit très bien dans cette ultime conférence, cette réunion à Bruxelles, du bureau de l'Internationale socialiste, que là, ils auraient dû, en fonction de ce qui avait été décidé au congrès de Bâle, décréter la grève générale politique illimitée pour empêcher cette guerre, et ils ne l'ont pas fait, et ça c'était perdu. Alors là, évidemment, à partir de ce moment-là, donc il était question de quelques jours pour finalement tout perdre, pour perdre cette cause de la paix, ce qui est arrivé voilà, avec l'assassinat de Jean Jaurès, que dans 3 jours, évidemment, un tel changement s'est produit, évidemment, c'est pas comme ça, ça se fait pas comme ça. Il y avait déjà une tendance qui ne pouvait pas vraiment s'exprimer ouvertement tant que Jaurès était aux commandes à l'humanité dans son parti à l'intérieur, mais évidemment sa mort, son assassinat a favorisé malheureusement
cette tendance, justement, à la capitulation et finalement à l'entrée en guerre, à l'Union sacrée. N'oublions pas que ça ne se limite pas à ça. Jules Guesde a aussi été ministre en 1915-16 pendant un an, ministre sans portefeuille dans le gouvernement de Poincaré. Alors qu'on avait reproché à Jean Jaurès d'avoir accepté, aussi favorisé la participation de Mitterrand au premier gouvernement de Waldeck-Rousseau. Ça, c'était le grand péché. Alors que fait Jules Guesde, on peut dire aussi, n'a pas été très logique. Il était très en opposition interne à Jaurès, mais là, vous voyez bien, il a aussi, je pense, il a cédé, n'a pas été très logique avec par rapport au principe de son marxisme internationaliste. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Quelqu'un comme Jaurès est dans une position morale plutôt impeccable parce qu'il n'a rien évoqué. Il a combattu jusqu'à la fin, il a été assassiné, mais il a tenu la ligne de défense qui avait été là, appliqué les accords et les décisions du congrès de Bâle, n'est-ce pas? Alors que les autres, malheureusement, voilà, on peut dire, les autres leaders des mouvements socialistes en Europe avaient une attitude beaucoup moins courageuse, notamment en Allemagne, n'est-ce pas? Parce que, voilà, on vote l'Union sacrée se met en place en France. Au même moment, les sociodémocrates à Berlin, dans le Reichstag, votent les crédits de guerre à l'empereur Guillaume II. Ça se fait simultanément. C'est-à-dire, voilà, vous voyez, donc, c'est ça, d'ailleurs, qui a été fatal pour le mouvement socialiste. C'est aussi probablement une des raisons pour les futures divisions, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, les choses vont beaucoup se compliquer en 18-19 avec la révolution de Spartacus pour le Parti social-démocrate allemand, etc. Et en 1921, au congrès de Tours, c'est évidemment la division complète, c'est-à-dire évidemment avec la création de la fondation du Parti communiste. Donc les marxistes-léninistes en quittent, créent leur propre pays, il reste donc la SFIO, socialiste, et puis un parti communiste complètement aligné sur Lénine et les positions de la révolution bolchevique de Moscou. Donc voilà, donc voilà pour l'Union sacrée. Donc excusez-moi d'avoir été si longue dans la réponse à cette question, mais c'est extrême, c'est à cause de la complexité du phénomène. Hein. J'espère qu'on comprenne cela. Et en ce qui concerne René Viviani, évidemment, le président du Conseil, moi je ne pense pas qu'il a été oublié, hein, il n'a pas été oublié. Jaurès le cite souvent. Peut-être les biographes lui ont accordé moins d'intérêt, évidemment, qu'à la personnalité de Jaurès et d'autres, ou de Jules Guesde, ou d'autres personnalités politiques de cette époque. Mais si je suis bien informé, je pense que justement, dans l'après-midi du 31 juillet 1914, Jaurès avait déjà le 29 juillet, fait une demande explicite de rencontrer personnellement Viviani. Il voulait discuter avec lui. Il voulait évidemment lui arracher la promesse de ne pas entrer dans cette guerre avec la Russie, de ne pas se laisser entraîner par la Russie dans une guerre contre l'Allemagne, avec tous les dangers que cela comportait. Donc, Viviani a refusé de recevoir personnellement Jaurès. Il a envoyé son sous-secrétaire d'État, justement, aux affaires étrangères, M. Ferry, qui a mal reçu Jaurès, en lui disant « Non, on ne peut plus rien faire, c'est fini ». Voilà. Et c'est sur ce constat-là que, désillusionné et complètement déçu, Jaurès est retourné à la rédaction de l'Humanité pour rédiger son dernier article, son dernier éditorial pour le 1er août, qu'il n'a pas pu achever à cause de l'attentat contre lui dans la soirée du 31 juillet. Ça s'est passé comme ça. Donc il n'y a rien contre Viviani, hein.
Seulement, il y a je ne sais pas si comme ça. Donc, troisième question, socialisme idéaliste. Y a-t-il un socialisme des premiers de la classe contre le socialisme des derniers de la classe? C'est évidemment, il ne faut pas caricaturer les choses, mais il est évident qu'il y a que le socialisme tel qu'il est, et que Jaurès le comprend, il le défend, est fortement marqué par une philosophie, je le disais, idéaliste. C'est un socialisme qui n'a pas réellement un fondement dans une théorie matérialiste, c'est-à-dire ou dans une science, n'est-ce pas, dans une théorie scientifique du matérialisme dialectique et historique, comme celui de Marx. Son socialisme est explicitement fondé moralement. C'est un combat pour la justice et pour la fraternité. C'est un combat pour achever la Révolution française dans une démocratie sociale réelle, dépassant le cadre formel d'une pure démocratie politique. C'est ça. Donc il n'adhère pas à cette vision d'une scientifique, d'un matérialisme comme Marx, Engels et les marxistes. C'est ça sa spécificité, mais il faut dire aussi il n'est pas seul, parce que le socialisme, si on le prend, à la différence du communisme, il a toujours eu deux tendances. Il y a toujours eu une rivalité entre une tendance réaliste et une tendance idéaliste. Et très nombreux sont aussi les courants idéalistes dans le socialisme allemand, auquel Jaurès est particulièrement intéressé. Ce courant existe également dans l'austro-marxisme. Je pense là à quelqu'un comme Max Adler. Max Adler, le grand représentant du socialisme, donc de l'austro-marxisme. Quel est son principal objectif? Il voulait vraiment faire une synthèse entre Kant et Marx. Son œuvre de sociologue et de philosophe, c'est ça, c'est prouver la possibilité qu'on peut faire une synthèse entre une philosophie morale idéaliste, celle d'Emmanuel Kant, et le matérialisme. Mais ça a été pas toujours bien accepté, bien entendu. Est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Est-ce que c'est intelligible, etc. Mais c'est une conviction. Vous trouvez dans le socialisme allemand, par exemple, dans l'école de Marbourg, Hermann Cohen, qui défend, lui, alors en tant qu'il est un fidèle disciple de Emmanuel Kant, défend l'idée d'un socialisme éthique. Également, donc, il est avec cela très proche des positions de Jaurès, alors qu'il n'est pas connu. Et je sais que Jaurès aussi n'a pas lu Hermann Cohen, parce qu'il n'y avait pas de traduction des livres de Hermann Cohen publiés à la fin du XIXe siècle sur Kant. Mais si vous lisez ces livres, évidemment, vous trouvez un concept de socialisme éthique, donc qui est entré via l'école de Marbourg dans la social-démocratie allemande, qui là, à l'aile droite, on peut dire, de ce parti, a joué un certain rôle, mais qui a subi donc cette influence. Alors, ce qui est la spécificité de Jaurès, c'est qu'il lui pense, et là c'est un peu controversé, parce que pour lui, même Luther est, dans un sens, précurseur du socialisme allemand. Et ça, c'est fortement contestable, je trouve, parce qu'on sait très bien donc, comment Luther s'est positionné dans la guerre des paysans, n'est-ce pas, en condamnant les paysans et leur révolte et leur révolution, et en venant, disons, au secours, en appuyant plutôt les seigneurs dans cette guerre. Alors que le vrai représentant, du socialisme dans la réforme allemande, c'était Thomas Müntzer, théologien de la Révolution, qui prêchait aux paysans avec des citations de la Bible, les incitait à se révolter contre les seigneurs et le régime féodal. Mais Thomas Müntzer, Jaurès ne le mentionne nulle part dans son livre sur les origines du socialisme allemand. Paradoxalement, il parle de Luther. Il attribue à Luther ce qu'il aurait dû attribuer à Müntzer, qu'il ne connaît pas, qu'il ignore, malheureusement. Alors, ce courant socialiste, évidemment, c'est Müntzer qui représente le XVIe siècle, n'est-ce pas, mais pas Luther. Luther, justement, qui se fondant sur une interprétation de l'épître du Romain, n'est-ce pas, donc, de Paul, appelle à un respect de l'autorité, n'est-ce pas, donc, donnant, évidemment, formant tout
courant, plutôt conservateur, du protestantisme allemand. Mais évidemment, Jaurès, qui s'est beaucoup intéressé à ça, attire quand même l'intérêt, il y a un énorme intérêt pour le protestantisme allemand chez Jaurès, et il est convaincu que c'est ça, qu'il y a il y a dans la réforme protestante allemande qui est précurseur dans le sens des idées du socialisme. Voilà, donc il y a donc cette rivalité entre ces deux courants, je vais dire, donc jusqu'à 1900, jusqu'à la mort de Jean Jaurès, il n'est pas du tout clair lequel ces courants allaient l'emporter, n'est-ce pas? Il y a donc évidemment dans tout le 19e siècle, c'est vrai que Marx, Engels s'est opposé à cela, avec une vision scientifique du matérialisme historique et dialectique, mais le courant humaniste, le courant voulant identifier et définir le socialisme exclusivement comme moral, alors ce courant a toujours a été beaucoup amplifié par Jaurès, c'est vrai, mais qu'il n'est pas le seul. Il existe dans l'austro-marxisme, il existe dans le socialisme allemand, n'est-ce pas? Donc il est toujours présent parce qu'il est entré dans la social-démocratie, en un sens, à partir du moment de la session, du congrès de Tours, 1921. Donc évidemment, ça reste toujours d'actualité entre, je dirais, comme rivalité au sein même du mouvement socialiste, ou des partis socialistes, entre des courants humanistes qui veulent préférer définir le socialisme plutôt comme moral, et des courants scientifiques plutôt marxistes, dogmatisés, canonisés par le marxisme soviétique, évidemment, qui présentent le marxisme donc non pas comme moral, mais comme une science. Vous pensez à Althusser, par exemple, qui voulait le marxisme comme une science. Pour lui, le marxisme moral, donc n'est pas possible. En revanche, le philosophe Ernst Bloch, par exemple, que je connais très bien parce que je suis un sens disciple, il voulait définir le marxisme comme moral, réclamant là-dessus aussi de Rosa Luxembourg. Donc il y a donc une rivalité, vous voyez, plusieurs courants. Ces deux courants ne se sont jamais réellement entendus. Seulement, on sait très très bien que ce courant, le courant matérialiste, marxiste, léniniste, révolutionnaire, etc., avec ses dogmatisations, évidemment, a favorisé le stalinisme et tout ce que ça, avec toutes les perversions bureaucratiques et totalitaires que cela explique, alors que le courant humaniste et moral, le socialisme a beaucoup mieux résisté. Il n'est pas coupable de ça, il n'a pas commis ces crimes, n'est-ce pas? Il est toujours vivant, et il peut être, je dirais, peut-être ranimé par les commémorations justement de la mort de Jean Jaurès cette année, n'est-ce pas? Il a toujours une chance, je pense, parce que c'est un courant chaud, c'est le courant chaud, comme dit Ernst Bloch, le philosophe marxiste de l'utopie et de l'espérance, contre le courant froid, le courant économiste, le courant stalinien, etc. Donc j'espère de tout mon cœur que c'est le courant chaud l'emportera sur le courant froid. C'est une confrontation permanente. Mai 68, c'était le courant chaud, par exemple. Lippe 73, c'était le courant chaud. Donc il y a une... Voilà. En revanche, Budapest 56, voilà, c'était le courant froid. Donc, ce qui se passe maintenant, la Russie, l'Ukraine, voilà, ça c'est le courant froid. Donc, voilà, il y a une, je pense, la grandeur de Jaurès, c'est d'avoir défendu avec un maximum de conviction, de force de conviction, donc cette nécessité de fonder le socialisme comme moral et comme une doctrine, si vous voulez, de la légalité et de la fraternité, sans pour autant ignorer, bien entendu, les contradictions économiques réelles qui existent dans notre société, sans ignorer la lutte de classe. Par exemple, la lutte de classe n'est pas ignorée par Jaurès. Il adhère à cette théorie de la lutte de classe. Seulement, il en tire d'autres conséquences, parce qu'il ne pense pas que la solution est de remplacer une forme de dictature de classe par une autre forme de dictature de classe. N'est-ce pas? Ce serait ça une grave erreur. Et là, il avait il était très, très clairvoyant, je pense, sur ce qui s'est passé ensuite après la révolution bolchevique en URSS.
Il reste une quatrième question, avis sur la résignation. Oui, je pense que c'est d'abord notre époque est complètement différente de celle de Jaurès. L'époque d'aujourd'hui, elle est différente. Il y a, tout simplement parce que au moment même encore, jusqu'à son dernier souffle, Jaurès n'ignorait pas les grandes difficultés pour mettre en œuvre son projet socialiste. Mais il était animé par une sorte, je dirais, d'optimisme militant, un optimisme militant. Le terme est de Fichte, voilà aussi un philosophe idéaliste, repris par Hans Bloch, philosophe marxiste de l'utopie. Donc, vous avez un troisième, qui s'appelle Georges Jaurès, qui incarne cet optimisme militant. Et c'est un remède, c'est à mon avis le meilleur remède et le meilleur contrepoison contre l'esprit de résignation. La résignation, la passivité, etc., c'est rien de nouveau. Ça a toujours existé, le mouvement ouvrier a toujours été affecté par cela. Les ouvriers, pour qu'un réveil se produise, pour qu'ils passent à l'action, il fallait beaucoup. Donc des années, très longtemps, des décennies, ils sont restés de la résignation, etc. Nous avons aujourd'hui une situation, évidemment, sous les conditions de la globalisation néolibérale, du capitalisme globalisé. Alors il y a les possibilités de résistance sont diminuées, ont été très affaiblies depuis les dernières grandes vagues de contestation comme mai 68, par exemple. Donc, et le danger de tomber de nouveau dans la résignation, donc nous empêchant justement de développer les possibilités de résistance, c'est très grand. C'est très grand, n'est-ce pas? Mais là, évidemment, je dis donc, à mon avis, Jaurès, c'est quelqu'un donc, qui éveille, qui produit toujours, même dans des situations si difficiles, un réveil chez les gens. Et, je dirais aussi, voilà, c'est une pensée de réveil, c'est une pensée de la solidarité, c'est une pensée de la justice, c'est une pensée de la démocratie, bien enracinée dans le passé. C'est une pensée socialiste non dogmatique, défiant donc avec son patriotisme républicain tous les nationalismes, tous les conservatismes, toutes les discriminations, etc. L'antisémitisme, je rappelle ses interventions courageuses contre l'antisémitisme dans l'affaire Dreyfus à partir de 1898, pas avant, malheureusement, mais son engagement en faveur des Arméniens, persécutés par les Turcs, son engagement en faveur du droit de vote aux femmes, son internationalisme fortement teinté d'un patriotisme socialiste exemplaire. Donc, il se résume dans une célèbre formule que je vais vous citer parce que vous la trouvez dans sa brochure sur l'Armée nouvelle de l'année 1911. Et à mon avis, c'est très intéressant pour vous situer, pour définir cet internationalisme de Jaurès et en même temps son patriotisme républicain. Parce qu'on lui dit, je cite, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. Donc, bien sûr, nous sommes une époque tout à fait différente, c'est une époque tout à fait différente de notre époque actuelle. Donc, de toute façon, ça reste un engagement contre toute forme de défaitisme, de catastrophisme, donc, et un appel permanent à la mobilisation des forces morales de résistance, dans le camp de tous ceux qui, déçus par le capitalisme et une société de l'égoïsme, de la concurrence et de l'argent, croyaient donc encore dans cette utopie. C'est depuis la construction possible d'un monde, la construction d'un monde autre, plus juste, serait quand même encore possible. Et si même aujourd'hui cet optimisme n'existe plus, vous pouvez dire oui. Évidemment, depuis le célèbre livre de mon ami André Gortz de 1980, nous savons que le prolétariat n'est plus le principal sujet des transformations économiques et sociales.
Nous savons que beaucoup de travailleurs, déçus par la politique des partis classiques de la gauche dans leur pays, votent maintenant pour l'extrême droite, notamment aveuglés par les slogans en matière nationalistes et xénophobes des démagogues lépénistes, en France notamment. Donc on jugeait des transformations sociales, donc ces travailleurs, ce prolétaire, a été substitué par ce que André Gortz appelle la non-classe des néo-prolétaires, des marginaux, des chômeurs et des précaires, qui n'ayant plus aucun lien avec le monde réel du travail, constituent et expriment quand même, en un sens encore, un potentiel de contestation politique et sociale, donc qui n'est pas vraiment en mesure de se constituer comme une classe sociale, au sens classique du terme, mais qui a encore un certain pouvoir de dérangement, je dirais, du système, ou plutôt un pouvoir de révolte. C'est-à-dire vraiment dans une situation très différente de celle de Jaurès. Mais si on peut quand même parler d'une certaine actualité de Jean Jaurès aujourd'hui, c'est parce qu'il incarne, à mon avis, de manière exemplaire, je pense, non seulement l'engagement moral d'un grand socialiste de conviction, qui a sacrifié sa vie à ses idées et à ce combat constant pour l'émancipation de l'homme, pour une vraie démocratie sociale, dans ses discours et interventions parlementaires. Donc, mais parce que, en effet, il était convaincu de l'efficacité de l'action parlementaire et revendicative sur le lieu de travail, avec lequel il se démarque de l'action des communistes ou des marxistes et de l'extrême gauche, y compris les anarcho-syndicalistes et du syndicalisme révolutionnaire autour de Georges Sorel, qui lui ont reproché, ce qui était faux d'ailleurs, d'avoir négligé la lutte de classe, en le rejetant dans le camp des révisionnistes. Donc je pense que il faudrait, pour conclure, que le Parti socialiste retrouve aujourd'hui, dans cette situation difficile qui est la nôtre, avec cette montée dangereuse de l'extrême droite, une situation inédite et extrêmement difficile, il retrouve un nouveau souffle et des forces morales et politiques nouvelles pour continuer et, si possible, achever l'action réformatrice si brillamment commencée par Jean Jaurès et ses amis après la création de la SFIO en 1905. Merci beaucoup pour cette conférence qui était de grande qualité, je crois. Merci à tous d'être venus ce soir. Les noms des absents qui ont préféré la Coupe du Monde seront notés. Jaurès reste plus important que Italie-Uruguay. Et merci. On le rappellera aux camarades qui n'étaient pas là ce soir et qui seront tous sanctionnés. Mais ceux qui seront là, je pense que ceux qui ont été là ce soir auront été, je crois, très intéressés par vos propos et puis par aussi la mise en perspective que la vie et l'œuvre de Jaurès comporte pour nous socialistes, à la fois toutes les valeurs qu'il a défendues, la lutte contre le nationalisme, l'antisémitisme, pour la justice sociale, pour la paix, et puis peut-être aussi certaines de nos limites collectives, peut-être qu'on pourra finir là-dessus. Vous avez quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'était le socialisme moral de Jaurès, mais c'est peut-être aussi de là que vient notre rapport tourmenté au pouvoir, qui est une des caractéristiques du socialisme français, et puis aussi son rapport passionnel peut-être aux foules ouvrières, et en même temps son peu d'empressement par rapport aux partis socialistes ou sociodémocrates du nord de l'Europe. Je pense à l'Angleterre, je pense à l'Allemagne, pour structurer le Parti socialiste autour du mouvement ouvrier et notamment des syndicats. Et c'est peut-être aussi une des limites que l'on connaît aujourd'hui, même si on peut être 100 fois reconnaissant à l'œuvre que nous a laissé Jaurès, même si on restera toujours avec la question qui était en suspens toujours ce soir, de savoir ce qui se serait passé s'il n'avait pas été assassiné en ce jour du 31 juillet 1914.
Est-ce que l'histoire en aurait été réellement bouleversée, ou est-ce que Jaurès aurait été juste l'homme de cause, certes juste, mais parfois stérile. Voilà. Merci en tous en tout cas pour votre attention, et à très bientôt pour, j'espère, de nouvelles commémorations, puisque comme la ville de Nice refuse toute commémoration, notamment l'érection d'une statue qui a été demandée par nos conseillers municipaux lors du dernier conseil municipal, nous reprendrons très bientôt ces commémorations, notamment sous la houlette de Gali Brassi qui était présent ce soir et qui est en train d'organiser une manifestation pour le mois de juillet. Merci à tous, très bonne soirée, au revoir.